Au palais de justice de Paris, une fois par mois, se déroule un face-à-face qu'aucune caméra n'avait pu filmer jusque-là. C'est un tribunal qui ne ressemble à aucun autre. Devant les juges, des hommes et des femmes qui ne sont plus des suspects, plus des accusés, mais des innocentés. Dans cette salle d'audience, ils vont expliquer qu'un jour, ils ont été arrêtés dans une affaire, placés en détention, mais finalement mis hors de cause, pour ces jours, ces mois, ou parfois ces années de prison pour rien, ils veulent être indemnisés. Monsieur le Président, messieurs les conseillers, tous ceux qui s'intéressent à la justice partagent la même angoisse, celle de voir un innocent en prison et des coupables en liberté. Je suis un petit peu étonné de la maigreur de la proposition qui nous est faite à hauteur de 15 000 €. Une cellule de Fleury-Mérogis n'est pas l'endroit le plus commode pour gérer une petite société de bâtiments et travaux publics. Je rejoins l'agent judiciaire de l'État en ce sens qu'effectivement ce sont les faits qui sont différents. Mais la prison est la même. Moi, j'ai pas besoin d'argent. L'argent, c'est rien. Moi, j'ai besoin de ma vie, quoi. Mais on me dit, ouais, c'est de mettre en prison pendant 1 an, on va te donner 1 million d'euros. Je me dis jamais. Même une seule nuit en prison, je ne l'acceptais pas. Parce que mon nom, ils ont salé mon nom. 2 ans par an de détention, c'est des dossiers qu'on peut voir ici assez régulièrement. 2 ans de détention provisoire injustifiée, ça vous change un homme, ça peut vous tuer un homme. Pendant plusieurs mois, nous avons observé comment se monnaie le prix d'une journée de prison. Quels éléments mettent en avant ces accusés à tort ? Comment la justice peut-elle évaluer le prix de la liberté ? Comment finit-on par trouver la juste réparation ? Chaque année, en France, 500 personnes font ce recours après une détention provisoire qui s'est soldée par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement. Les cas les plus difficiles atterrissent ici, dans cette commission qui fixe le prix de l'innocence. Il n'existe pas de profil type. Les hommes blanchis par la justice sont aussi différents que ceux que l'on peut croiser devant un tribunal. Cet artisan vivant dans le sud de la France, par exemple, il a été accusé, en pleine procédure de divorce, de faits graves sur ses propres enfants. Depuis, il a été totalement innocenté, un non-lieu a été prononcé, mais l'affaire demeure si délicate que nous devrons dissimuler son nom et son visage. Moi, on m'a accusé d'attouchement, on m'a accusé d'agression, on m'a accusé de violence. Et de tout ça, le dossier, il est vide. Il s'est passé pas mal d'années, mais c'est nécessaire pour moi pour pouvoir me reconstruire. Les juges, à l'époque, ont en effet rapidement fait le tri dans les accusations. Mais entre-temps, une semaine de prison s'est écoulée. Une semaine, puis un bracelet électronique, comme on met à un chien un bracelet, c'est la même chose. Et puis revivre encore une histoire, la réexpliquer encore une fois, c'est pas évident émotionnellement. Lui est venu sans avocat, le dossier de son non-lieu sous le bras comme un brevet d'innocence. 6 jours à indemniser, c'est l'une des durées les plus courtes examinées ici. Il n'a pas l'habitude des tribunaux, il est un peu perdu avant son rendez-vous. Alors ça doit être là. Alors où est-ce que c'est ce truc ? À droite. Ce magistrat est celui qui va fixer le montant de la réparation. Président de la commission qui en est chargé, Christian Cadiot est juge depuis 42 ans. Il a vu défiler des coupables et des innocents. Tout comme ses assesseurs, il connaît la mécanique. La justice n'est pas une science exacte. Pourtant, l'indemnisation devra l'être, et au centime près. Allez, j'y vais. Bonjour. Son appellation officielle est la Commission nationale de réparation des détentions. Alors, je vais vous demander si vous avez une opposition à ce que la séance soit publique. Non, pas du tout. Non. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Comme dans n'importe quel tribunal, on y trouve une greffière, les 3 magistrats qui jugeront,
un avocat général qui défend les intérêts de la société. Et ici, en plus, un autre personnage, l'agent judiciaire de l'État, celui qui tient les cordons de la bourse. Monsieur le conseiller rapporteur, la commission vous écoute. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur, qui était alors âgé de 45 ans, a été placé en détention provisoire le 11 mai 2012, après avoir été mis en examen des chefs d'agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans par ascendant légitime. Par ordonnance du 18 décembre 2013, le juge d'instruction du tribunal de Draguignan a dit n'y avoir lieu à suivre, ou déclarant donc libre de toute poursuite. L'innocenté réclame plusieurs milliers d'euros. L'État en propose 1200. Monsieur a réclamé 2 indemnités de 100 000 euros chacune, en réparation d'une part de son préjudice moral, d'autre part de son préjudice matériel. La parole est au demandeur au recours, l'agent judiciaire de l'État. Merci, Monsieur le Président. À lire l'ordonnance, il y a une détention provisoire qui aurait duré 1 mois et 24 jours. Or, la détention provisoire pure a été de 6 jours et ensuite, M. Exoir a été placé avec surveillance électronique pendant 1 mois et 18 jours. Faisons donc la part des choses. Le choc carcéral est indéniable. C'était la première fois que monsieur a été incarcéré. Cela doit être pris en considération à sa juste mesure. Pour autant, ce sont 5 jours qui doivent être pris en considération et non plus d'1 mois et demi. Il vous est demandé donc de ramener une plus juste mesure, l'indemnisation du préjudice moral, étant rappelé que l'agent judiciaire proposait la somme de 1200 euros devant le premier président. Monsieur. Je me lève ou je reste assis? Ah, vous restez assis, il n'y a aucun problème. Maintenant, si vous me le permettez, j'aimerais m'exprimer sur ce que l'on m'a fait. Bien évidemment. Voilà, j'ai entendu tout à l'heure celui qui est passé avant moi, qui a fait une longue période de prison, ce qui est malheureux quand on est innocent. Moi, en ce qui me concerne, c'est pas la durée qui est importante, c'est ce que l'on nous fait. Un jour que je rentrais en fin de travail, où j'avais passé une journée à casser des cloisons avec mes ouvriers, et j'étais tout blanc, pour vous dire, avec du plâtre. On m'arrête, les gendarmes m'arrêtent au bord de la route et me disent « Vous êtes monsieur ?» Je dis « Oui, je suis monsieur. » Laissez votre voiture là, venez avec nous à la caserne. Un interrogatoire de 6h du soir à 9h du soir. On m'a enfermé dans la cellule. Juste une petite précision, il faut que vous sachiez, c'est là toute l'importance de ce procès et l'injustice se résume à ça. C'est qu'à 9h du matin, le gendarme est venu me chercher dans ma cellule et m'a dit « Je suis désolé, monsieur. On sait que vous êtes innocent. On a entendu vos enfants. J'ai téléphoné au procureur et le procureur n'a pas voulu retirer sa plainte. Voilà. À partir de ce moment-là, quand vous êtes innocent, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. C'est impossible de comprendre pourquoi vous êtes là et même votre cerveau débloque. On m'a envoyé chez le procureur qui m'a lu tout ce qu'il avait à me dire. On m'a envoyé après chez un juge d'instruction, on m'a envoyé un peu partout, chez un docteur psychiatre. Et ce qui fait que, de tout ça, votre cerveau est incapable de comprendre ce qui lui arrive à ce moment-là. Du jour au lendemain, on m'a interdit de rencontrer ma famille. On m'a interdit de voir mes enfants, bien sûr. On m'a interdit de me rendre chez moi. Chez moi, j'avais une entreprise, 1,2 million de chiffre d'affaires, une dizaine de salariés. C'était mon dépôt, mon bureau. J'avais tout là-bas. On m'a interdit pendant des mois, mais j'en suis encore interdit aujourd'hui, je ne peux pas y aller. Du jour au lendemain, on m'a dit plus rien. Donc, comment voulez-vous que je puisse travailler dans ces conditions, vu qu'on m'avait tout interdit? Il m'était resté un petit C15 pourri, là, avec une pelle, une pioche à l'intérieur, sans aucun outil. Juste après, j'ai fait faillite. Voilà. Aujourd'hui, vous puissiez savoir, monsieur l'agent du Trésor public, ça fait 6 années qu'ils sont passés. C'est pas pour une histoire de divorce. Mais attendez, monsieur, il y a quand même une chose. Oui. Il faut que vous sachiez que nous ne rejugeons pas l'affaire. Nous allons notre office, c'est d'indemniser la privation de liberté. Ça n'est pas de rejuger l'affaire. C'est une limite dictée par la loi. Les juges qui composent cette commission ne sont pas ici pour reprendre le dossier à zéro. On considère que la justice est passée. Seule la période de détention est à indemniser. C'est pas toujours perçu, si vous voulez. Non, c'est pas perçu. Même si
on comprend très bien quels sont les éléments affectifs qui vous émeuvent et vous mobilisent. Donc tout ce qui n'est pas relié exactement à la détention, ce qui est de la nature de l'affaire, nous échappe. Voilà, il faut que vous le sachiez. C'est important, je vous le dis. C'est bien dommage parce que... Ah oui. C'est bien dommage. Je vais donner à présent la parole à Monsieur l'avocat général pour ses conclusions civiles. Oui, Monsieur le Président, Messieurs la Commission. Alors, je compatis tout à fait à la souffrance de Monsieur Garcia. Effectivement, il explique les conditions de son arrestation, de son incarcération, le fait qu'il était innocent et qu'il a effectivement beaucoup souffert de tout cela, qu'il est depuis lors privé de ses enfants. C'est incontestable. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, effectivement, aujourd'hui ici, on n'est pas là pour rejuger ou pour dire qu'on va rendre les enfants à Monsieur Garcia. On est là simplement pour indemniser sa détention. Et s'agissant de sa détention, comme l'indiquait Monsieur l'agent judiciaire de l'État, la période de détention, privation totale de liberté, sur 1 mois et demi, elle est assez courte, elle est de 6 jours. Par ailleurs, effectivement, la souffrancière séparation d'avec les enfants que le demandeur soutient pour justifier son préjudice moral, il est peut-être lié au fait qu'effectivement, bon, j'imagine tout à fait ce dont il s'agit, il est peut-être lié aux faits qui sont considérés comme étant n'ayant pas existé puisque vous avez été blanchi. Et le recours de l'agent judiciaire de l'État accueilli et la somme allouée au titre du préjudice moral légèrement réduite, effectivement, compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu de distinction entre l'indemnisation sur la privation de liberté et celle sur la restriction de liberté. Merci, Monsieur l'avocat général. Monsieur Gleck, la parole vous revient. Bon, j'ai plus rien à dire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs, dames. Dans leur décision, 1 mois plus tard, les magistrats accordent à cet homme qui n'avait jamais mis les pieds en prison auparavant 5 000 € pour préjudice moral. Cela fait plus de 800 € par journée passée derrière les barreaux. C'est la moyenne haute. Trouver le juste prix, ou plutôt dresser la liste des dégâts et des préjudices vécus par un innocent. Le critère utilisé porte un nom, le choc carcéral. Cet homme, qui arrive accompagné de son avocat, affirme que depuis sa détention provisoire en France, durant presque 2 années, il souffre de problèmes psychologiques insurmontables. Aujourd'hui, il m'a envoyé un message et il m'a demandé de lui promettre qu'il resterait libre et qu'il pourrait rentrer chez lui. C'est assez perturbant pour lui aujourd'hui de se représenter dans un tribunal en France, parce que naturellement, et on peut le comprendre, ça lui évoque que des mauvais souvenirs. Au début, cet homme de nationalité néerlandaise et marocaine était soupçonné de participer à un trafic international de drogue. Aujourd'hui, plus une accusation. Je suis vide à l'intérieur de moi. C'est comme un cauchemar de revenir ici. J'ai du mal à réfléchir à ce qui s'est passé. Ma femme est partie quand j'étais enfermé et je n'avais pas de contact avec l'extérieur. Personne. Et ma vie... Brisée. Oui, c'est ça. Initialement, il avait été condamné à 9 ans de prison et quand il faut que vous attendiez des mois et des mois pour que finalement on vous reconnaisse innocent, je pense que tout le monde peut comprendre que ça vous brise un homme, tout simplement. Un coup je vais bien, une autre fois ça ne va plus. Je pleure tous les jours. Oui, mais vous devez expliquer ça. C'est important. J'espère. Le choc carcéral, pour lui, a été aggravé par le fait d'être emprisonné dans un pays dont il ne parlait pas la langue et il n'a eu aucune visite durant 2 ans. Aujourd'hui, à 37 ans, il souffre de dépression. Il espère que ces attestations vont convaincre. À l'intérieur, les juges ont déjà examiné les dossiers. L'audience maintenant va aller vite. 1 demi-heure pour ce dernier combat, puis ce sera terminé. Maître Bensoussan, je suis l'avocat de M. Lagzaoui, c'est lui, pour lui que vous allez faire la traduction.
Asseyez-vous. Pour ce dernier rendez-vous avec la justice française, l'innocent est venu avec son père, qui s'installe à ses côtés. Demandez à M. Lagzaoui, donc s'il est bien M. Rachid Lagzaoui, né le 10 octobre 1981, de nationalité néerlandaise, et lui demander s'il souhaite que la séance soit publique ou soit à huis clos. Monsieur est d'accord pour que ça se passe en public. Bien, et donc je vais donner la parole à Monsieur le conseiller rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Lagzaoui, né le 10 octobre 1980, de nationalité néerlandaise et marocaine, vivant alors en concubinage sans enfant, exerçant la profession de peintre en bâtiment, a été arrêté aux Pays-Bas et incarcéré le 8 février 2013 en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Voilà toute l'affaire qui défile à nouveau, les dates, les investigations, les accusations passées. Donc le jugement a été rendu pour infraction à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, contrebande de marchandises dangereuses pour la santé et importation de marchandises prohibées. Tout ça, c'est des stupéfiants. Et puis après 2 ans, le jugement qui finalement écarte la culpabilité. Ayant fait appel de cette décision, M. Lagzaoui a été remis en liberté par arrêt de la Cour d'appel de Douai du 29 janvier 2015, puis il a été renvoyé des fins de la poursuite par arrêt du 24 septembre 2015, devenu définitif. 721 jours de détention pour lui avant d'être blanchi. Il a été alloué 60 000 € au titre du préjudice moral. Il a été pris en compte l'isolement linguistique de M. Lagzaoui en France. La famille, la santé, l'état des lieux est toujours là pour chiffrer les dégâts, comme s'ils étaient remboursables. L'absence de visite familiale et les troubles post-traumatiques subis qui ont nécessité un traitement. Il a également été pris en compte la rupture conjugale causée par la détention. Maître Bensoussan, vous avez la parole au soutien des intérêts de M. Rachid Lagzaoui. Monsieur le Président, messieurs, aujourd'hui, moi je considère que M. Lagzaoui doit avoir le statut de victime. Voilà, il a été victime de ce qu'on appelle purement et simplement, on l'utilise peut-être un peu trop souvent et ça perd peut-être des fois de son sens, mais il a été victime d'une erreur judiciaire. Je voudrais quand même à un moment qu'on se pose la question de ce que ça peut faire de vivre toutes ces secondes, toutes ces minutes, toutes ces heures, tous ces jours, toutes ces semaines, tous ces mois enfermés, sans rien savoir, en vous disant que peut-être vous êtes là pour 9 ans. Ça doit être horrible. Sans rien savoir, sans que personne, parce que pendant tout ce temps d'incarcération, vous n'avez pas le dossier, personne ne peut vous dire exactement ce qu'on vous reproche. Personne ne peut vous rassurer pour vous dire « mais ça va aller ». Puisque, à plusieurs reprises, la famille de M. Lagzaoui a demandé à être autorisée à le visiter en détention. Et ça lui a été systématiquement refusé. C'est-à-dire que M. Lagzaoui, il a été incarcéré à la maison d'arrêt de Sequedin pendant 14 mois, sans avoir reçu une seule visite autre que ses avocats. Et à un moment, la 4e chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Douai, elle met un stop à ça. Et là, il est remis en liberté et il attendra que la Cour d'appel de Douai lui dise « Monsieur, vous êtes innocent. Ça vaut 83 € par jour. » Et aujourd'hui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça qu'on vient indemniser en essayant de chiffrer combien ça vaut un jour de prison dans ces conditions. Moi, je vais vous dire, ça vaut bien plus que ça. Mais bien plus que ça. Voilà les observations que je voulais formuler pour M. Lagzaoui. Plutôt que les 60 000 € alloués à l'origine par la Cour d'appel de Douai, l'avocat réclame 350 000 €. Merci Maître Bensoussan. Maître Lécuyer pour les intérêts de l'agent judiciaire de l'État. Comme ce sont des fonds publics qui réparent les innocences,
C'est désormais à l'agent judiciaire de l'État de jouer son rôle. L'évaluation qui a été faite est très au-delà de vos standards. Sur la question du stress post-traumatique, le rapport psychiatrique, en réalité, ce n'est pas un rapport, c'est une lettre du psychiatre consulté par M. Lagzaoui. Alors, je ne suis pas psychiatre, mais pour ma part, ce qui est transcrit dans cette lettre ne relève pas d'une analyse, mais essentiellement d'une retranscription des déclarations de M. Lagzaoui. Et il faut bien juger sur des pièces, sur des éléments tangibles, et cet élément ne me paraît pas tangible et de nature à justifier l'aggravation du préjudice de M. Lagzaoui. Telles sont mes observations, Monsieur le Président. J'en ai fini. S'il le souhaite, et uniquement s'il le souhaite, et la Commission l'écoute. Oui, est-ce que je peux parler maintenant? Oui, donc pareil, il vous dit... Ik heb het in deze zaak heel erg moeilijk gehad, vanaf dag 1. À partir de jour numéro 1, j'ai souffert énormément. J'ai lutté. Ik heb geschreeuwd. J'ai crié. J'ai Ik heb hurlé. van alles gedaan. J'ai fait toutes sortes In de mijn choses. cel, buiten mijn cel Dans ma en in de cellule, rechtbank. en dehors de ma cellule et au Niemand wou tribunal. luisteren naar mij. Personne n'a voulu m'écouter. Deze beschuldiging knijpt mijn keel in. Cette Tot de dag van accusation me vandaag. serre la gorge jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ik ben mezelf niet meer. Je ne suis plus moi-même. Ik ben alles kwijt. J'ai tout perdu. Letterlijk alles. Littéralement tout. Ik loop als een zombie over straat. Je suis comme un zombie dans Terwijl la ik een rue, normale jongen was. alors que j'étais un garçon normal. Ik wil dit niet. Je ne Ik veux heb hier pas niet voor ceci. gekozen. Je n'ai pas choisi cette Als ik hiervoor situation. gekozen heb, Si je l'avais choisi, heb ik er ook mee geleefd. j'ai vécu Ik avec kan hier niet mee elle. leven. Je ne peux pas vivre avec celle-ci, avec cette situation. Het lukt mij niet. Je n'y arrive Kijk hoe lang pas. geleden het is. Ik ben nu nog aan het vechten. Regardez combien de temps cela fait. Je lutte encore et toujours. Vous le remerciez. Ik wil heel veel aan u zeggen, maar ik weet niet wat ik moet Je zeggen. voudrais vous dire énormément de choses, mais les mots me manquent. Vous le remerciez, vous dites que la Commission l'a entendu. De commissie dankt u voor uw woorden en zegt dat ze u gehoord hebben. Et que ce qu'il a dit, il était important qu'il le dise. En dat wat u gezegd heeft, was heel belangrijk dat u dat heeft gezegd. Cette fois, c'est terminé. Un mois plus tard, la décision tombe, 60 000 €, 5 fois moins que ce que réclamait l'avocat, mais la somme est dans la moyenne nationale de ce qui est accordé, 83 € par jour. Ce n'est que depuis l'an 2000, avec la loi sur la présomption d'innocence, que cette réparation est possible. Il est rare que des juges se confient sur le sentiment que les affaires provoquent chez eux. Le président Cadio le fait ici. Moi, les choses qui me marquent le plus, c'est le fait de voir des êtres qui sont encore en état de souffrance. En état de souffrance tout en étant sortis. C'est-à-dire qu'ils sont sortis des murs, mais eux n'en sont pas sortis. Moi, je ne dis pas on répare pas, on essaye de compenser quelque chose. Et là on est beaucoup plus proche de la réalité. Réparer, ça voudrait dire qu'on répare aussi les cœurs, les âmes. C'est un projet beaucoup plus vaste qui échappe à une justice qui se veut humaniste dans cette démarche, mais qui n'a pas d'autre possibilité que de donner de l'argent. Donner de l'argent. Mais toutes les innocences ne se ressemblent pas. Un tiers des requérants qui passent devant cette commission étaient déjà allés en prison. Ce jeune homme a fait 3 ans de détention provisoire avant d'être blanchi lui aussi. J'ai été condamné à tort et aujourd'hui, on est venu pour réparation du préjudice. J'étais accusé pour des vols que je n'avais pas commis et j'étais gravement condamné et après j'ai été acquitté en appel. Son casier judiciaire pourtant est long comme le bras. Il a été condamné pour d'autres affaires, mais dans ce dossier-là, puisqu'il a été innocenté, il a droit à sa réparation. Monsieur Jamel Tapti, Maître Lebas, vous l'assistez.
Merci Monsieur le Président, messieurs. Et 2 mots sur le prix de la liberté de Monsieur Tapti, puisque c'est de cela dont nous allons discuter, et peut-être vous dire que la liberté de celui-là, je ne sais pas combien vaut celle d'un autre, mais la sienne, pas grand-chose. Dans ce dossier, 3 chiffres. Préjudice moral, 50 000 € pour 1030 jours de privation de liberté, 48,50 € par jour. Ma demande aujourd'hui, elle est simple. Je vous demande une augmentation significative. Même si celui-là a déjà connu la prison par le passé, cette situation, de fait, ne doit pas entraîner une minoration du préjudice moral de celui-là. Durant son incarcération, 2 agressions subies, dont l'une particulièrement violente. Un certificat médical avait été réalisé à cette occasion. Vous dénombrerez un certain nombre de stigmates résultant de cette agression subie par M. Jamel Tapti. Cet homme a été totalement dévasté par cette détention provisoire que nous vous demandons aujourd'hui d'indemniser à sa juste valeur. La parole est à votre contradicteur, l'agent judiciaire de l'État. Une première observation s'agissant de la durée de la privation de liberté indemnisable. J'ai eu le sentiment qu'il n'était pas contesté que le nombre de jours indemnisables était de 1030 jours et pas de 1040. Deuxième chose, le choc carcéral subi par M. Tapti. On discute toujours du prix de la liberté et effectivement, ce n'est pas parce qu'on a déjà été incarcéré que la liberté n'a plus de prix. Pour autant, il faut bien placer le curseur. C'est un fait, il a passé 6 ans en prison, de 2003 à 2009, en exécution de plusieurs condamnations. Lorsqu'il a été placé en détention provisoire, il avait 32 ans. Cela signifie qu'il avait passé la majeure partie de sa vie adulte privé de sa liberté. Il n'y a donc pas lieu, à mon sens, de relever le standard de l'indemnisation comme s'il n'y avait pas eu d'incarcération. Monsieur Tapti, vous souhaitez peut-être dire quelques mots personnels à la commission? Non, moi je voulais juste dire que pendant 17 mois, j'ai porté une peine de 14 ans d'emprisonnement sur mes épaules. C'était très lourd, je ne vais pas vous mentir. C'était très difficile. Non, la justice, elle a reconnu que j'étais innocent, c'est le plus important à mes yeux quand même. Parce que j'aurais pu ne pas être là si vraiment... Merci, voilà, Monsieur Tapti. Merci. Décision 1 mois plus tard, le délinquant innocenté obtient la somme de 55 000 €, soit un peu plus de 50 € par jour de détention. Cette fois, c'est la moyenne basse. Le choc d'une première fois en prison, ou au contraire le fait d'y être déjà allé, le traumatisme psychologique, tout est pris en compte, et comme ici les estimations peuvent aller du simple au double, tout semble possible, tout se négocie. Cet homme était soupçonné d'avoir participé à l'attaque d'une banque quelque part en France. Une enquête compliquée, un dossier bancal. Il a été acquitté après plusieurs mois de détention provisoire. Comme j'ai pu vous l'indiquer tout à l'heure, vous avez la mission la plus difficile de notre République, c'est-à-dire d'estimer ce temps-là. Celui-ci voudra toujours plus parce que son temps est inestimable. Les insomnies ajoutées à ça, sa conjointe, femme de sa vie, plus de 500 km entre les deux. Et on vient vous expliquer que parce qu'il a eu quelques visites, finalement, c'était pas si compliqué cette détention provisoire. Et quand je vois une indemnisation à 49 € par jour, alors que la moyenne nationale est à 75 € par jour, eh bien, comment vous dire, évidemment que ça peut que révolter. Les sommes dépensées également en détention provisoire, monsieur les réclame, puisque c'est en lien direct et certain avec la détention. Le fait de louer un téléviseur, le fait de louer également un frigidaire, ça lui a coûté de l'argent. Il vous demande d'indemniser cette somme de 729 € pour le téléviseur et de 194 € pour le frigidaire, et on le justifie en pièce 13. Nous demandons 66 873,60 € pour le titre de la perte de salaire. Concernant les congés payés, nous demandons également 6 687,36 €. Et par rapport au point de retraite complémentaire, nous demandons la somme de 4 220,44 €. J'aurais une petite question pratique à vous poser. Avant d'être incarcéré, vous viviez chez vous? Oui. Vous aviez un domicile? Non, j'étais chez mes parents. Et vos parents, ils avaient un téléviseur et un réfrigérateur? Oui. Bon. La commission vous écoute. Mais j'aimerais savoir à quelle hauteur vous estimez les larmes de ma mère qui venaient au parloir. Quelle estimation ça peut avoir? Vous pouvez m'estimer aussi comment le voisinage, c'est un petit village, hein, tout se sait rapidement,
le nombre de personnes qui allaient voir ma mère en lui disant « mais c'est ton fils qui a fait ça ». Il faut être un peu plus réaliste, un peu plus concret. Il n'y a pas que le matériel. Je vous dis sincèrement. Et moi, si on m'avait proposé de ne pas toucher d'indemnité, mais que les gens qui m'ont fait incarcérer aillent à ma place en prison, j'aurais choisi cette solution. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bien. Jamais ces cris de colère ou de détresse ne sont anodins. Ils peuvent peser dans la balance, la réparation peut changer. Mais en Italie, en Allemagne ou au Danemark, ce genre de débat n'existe pas. C'est au forfait, un prix fixe pour chaque journée de prison, 80 € quoi qu'il arrive par exemple au Danemark. Le système français, lui, s'est imposé ce défi. Tout s'examine au cas par cas. Le juge, c'est pas quelqu'un qui fait ce qui lui passe par la tête. Dans une démocratie, le juge, il doit être le reflet intelligent de ce qu'a voulu le législateur. Et il ne doit pas aller au-delà. Il ne doit pas, par ses décisions, trahir le législateur. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, si le législateur avait voulu dire un jour égale tant d'euros, il nous l'aurait dit. Là, il nous a confié la responsabilité d'arbitrer en fonction de paramètres qui varient avec selon ce que l'on nous fait valoir, si vous voulez. Contrairement, par exemple, à prendre l'exemple de l'Italie. L'Italie, vous avez le législateur qui a tarifé un jour votant. L'indemnisation ne se borne pas aux seuls effets de l'emprisonnement. L'addition doit aussi prendre en compte ce qu'on nomme ici la perte de chance, comme par exemple la perte d'un salaire. Bon, je vais donner la parole à monsieur le conseiller rapporteur. Cet homme, accusé d'un viol puis acquitté en cour d'assises, était employé en intérim. Il veut obtenir réparation du travail qu'il aurait pu faire durant les mois de sa détention. L'agent judiciaire conteste. Monsieur a été considéré de fait, et pas de droit, comme étant un employé à durée indéterminée. Donc sur le plan du droit, il me semble excessif d'assimiler la situation de monsieur à celui d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. L'avocat de l'innocent bondit à son tour. Pour lui, ce n'est pas une simple perte de chance, mais toute une vie professionnelle ruinée. Alors après le débat sur le préjudice matériel, certains diront que c'est du marchandage, d'autres diront qu'on est là à faire des comptes d'apothicaire uniquement. Non. Allons-y, le débat est ouvert. Et le point le plus important, c'est sur la question de la perte de chance. S'agit-il d'une perte de chance lorsqu'on parle d'une personne qui a travaillé pendant quasiment 7 années, via des agences d'intérim, mais toujours pour la même entreprise, à raison de 150 heures par mois, à raison d'environ 5 à 6 semaines de congés par an. S'agit-il vraiment d'une relation d'intérim? Mais soyons sérieux. 7 ans de travail pour la même entreprise. Pour moi, c'est une relation de travail à durée indéterminée. En tout cas, la détention provisoire de M. Delras a mis un terme à sa relation de travail. C'est l'unique cause de cette rupture de relation de travail. L'avocat ne le sait pas encore, mais dans la décision, un mois plus tard, il sera entendu. Une partie des contrats de travail sera dédommagée. Mais comme souvent dans cette salle, l'innocent semble trouver le débat financier accessoire. Moi, je suis considéré comme quelqu'un qui a bossé dans la boîte. J'ai tous mes fiches de paie. Depuis 2006 jusqu'à les derniers jours de mon garde à vue. J'ai sorti, j'ai pris des amis. Pendant 1 an, je ne travaille pas. Je n'ai même pas dans la rue, quand je marche, je n'ai même pas regardé des gens en face. Parce que ma vie, là, s'est détruite. Et ils pensaient, ouais, elle a touché trop. Vous n'êtes même pas honte à dire ça. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. L'argent, c'est rien. Moi, j'ai besoin de ma vie, quoi. Mais on me dit, ouais, mais c'est mettre en prison pendant 1 an, on va te donner 1 million d'euros. Je vais dire jamais. Même une seule nuit en prison, je ne l'accepterai pas. Parce que mon nom, ils ont sali mon nom. Faire de la détention provisoire pour rien. Est-ce une erreur judiciaire? Est-ce un aléa à accepter durant les enquêtes? L'avocat général Jean Quintard, qui représente les intérêts de la société, est sûr de la réponse.
ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. La plupart du temps, l'incarcération, lorsque un juge des libertés et de la détention incarcère, il a pas la preuve que la personne est coupable, mais il a beaucoup d'éléments pour penser que la personne est coupable et que les faits sont graves. Malgré tout, il y a très peu de cas qui aboutissent, alors que la personne a été placée en détention, à une décision de non-culpabilité. Mais ça peut arriver, bien évidemment, et c'est dramatique pour les personnes qui ont eu à le subir. L'institution a pris un risque. Et c'est ce risque qui va être réparé. Mais nous ne sommes ni dans une détention arbitraire, ni dans une erreur judiciaire. Nous sommes dans une détention qui respecte les normes. Alors je sais, bon, il y a ce fameux adage, la liberté n'a pas de prix. Mais ce qui nous est demandé ressemble beaucoup plus au kéno, au millionnaire ou au loto. Même si quelqu'un qui a souffert, on a envie de lui donner de l'argent pour compenser cette souffrance, on ne répare jamais tout à fait. Je vous dis, c'est comme le préjudice moral d'une mère qui a perdu son enfant. De toute façon, ça ne répare jamais complètement. L'argent ne comblera jamais toutes les peines. Aujourd'hui, c'est une femme qui réclame réparation pour un préjudice médical qu'elle attribue à la prison. La voici. Sa démarche est hésitante, elle boite, signe de sa maladie. Tout s'est aggravé, selon elle, lors des 3 mois de détention provisoire qu'elle a subie. Militante d'extrême gauche, elle a été arrêtée après une manifestation de rue violente. Comment ça m'est arrivé ? En gros, je faisais partie un petit peu des personnes facilement accusables parce que connues des services de police et contre la prison. Et en fait, quand il y a eu une certaine action politique qui s'est passée à Toulouse, on était quelques-uns en fait à être facilement incarcérables. Moi, à cette époque-là, je travaillais pas et j'avais pas de domicile fixe. Du coup, forcément, la seule possibilité pour la justice d'être sûre que je me présente à mon procès, c'était de me mettre en détention provisoire. J'ai fait 3 mois. À 26 ans, elle fait partie des 5% de femmes qui passent chaque année devant cette commission nationale de réparation des détentions. Elle exige une expertise et une indemnisation pour sa maladie. La parole est à Maître David. Merci, Monsieur le Président. Madame Marchal, elle est rentrée en détention avec une pathologie qui n'était pas encore déclarée et qui s'est déclarée en détention. Et elle en porte encore aujourd'hui les séquelles. Et la difficulté, c'est qu'effectivement, de savoir si cette détention a aggravé les pathologies de Madame Marchal en ne lui permettant pas d'accéder utilement et efficacement en temps voulu à un médecin qui aurait permis de détecter en amont la pathologie dont elle souffrait et aurait pu la soigner convenablement. Elle déclare fin décembre avoir mal. Comment ça se passe pour prendre rendez-vous médical dans un établissement pénitentiaire ? On met un petit mot dans une boîte à lettres pour demander un rendez-vous médical. Et au bout de quelques jours, une semaine, 15 jours, ça dépend des établissements pénitentiaires et de la surpopulation, on a ce rendez-vous. Et c'est bien là toute la difficulté. C'est-à-dire que quand Madame Marchal est reçue le 5 janvier, et elle va souffrir jusqu'au 18 janvier, date de son hospitalisation en urgence pour effectivement détecter cette infection fortement avancée due à la pathologie dont elle souffrait. Merci Maître David. Maître Meyer-Bourdeau pour l'agent judiciaire de l'État. Oui, merci Monsieur le Président. Il a été rappelé, et ça je pense que personne ne le conteste, on ne va pas effectivement voir un médecin en détention provisoire comme on pourrait le faire en ville. Mais encore faut-il qu'il y ait un lien réel. Or, lorsqu'on regarde les pièces qui sont versées au débat, qui effectivement démontrent qu'il n'y a absolument pas eu de prise en charge tardive. Le médecin traitant de Madame Marchal est assez précautionneux puisqu'il dit « semblerait ». Et il ne donne aucun détail qui justifierait l'affirmation selon laquelle, pour lui, il y aurait éventuellement eu une prise en charge tardive. Et là encore, il le dit sous toute réserve. Donc pour notre part, il n'y a absolument aucun élément de preuve qui démontrerait qu'il y ait eu une prise en charge tardive. Par conséquent, il nous semble qu'il n'y a absolument aucun lien de causalité entre le placement en détention provisoire et la détérioration de l'état de santé, que nous ne contestons pas, bien évidemment. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame Marchal, si vous souhaitez dire quelque chose personnellement à la Commission, vous le pouvez, ou votre conseil.
s'il veut reprendre la parole. Moi, je souhaiterais juste, si je le peux, réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Quand je suis amenée à l'hôpital en urgence, donc le 18 janvier 2012, les médecins et infirmiers que je vois ce jour-là me disent qu'en fait, si j'avais été amenée à l'hôpital quelques jours plus tard, j'aurais été sous septicémie, c'est-à-dire infection généralisée, etc. Donc le fait que ce soit en urgence le 18 janvier et au bord de la septicémie, c'est bien qu'il y a eu un retard de prise en charge. Enfin, aujourd'hui, je ne me retrouverai pas avec de l'arthrite chronique qui se dégrade. Enfin, voilà. Merci. Merci, Madame Marchal. Donc, l'affaire est mise en délibéré. La décision sera rendue le 10 avril prochain et vous sera naturellement communiquée. Un mois plus tard, cette femme n'obtiendra pas de réparation supplémentaire pour préjudice médical. Seul son séjour en prison sera indemnisé. Pour elle, ce sera la moyenne haute, 108 € par jour. C'est toujours difficile de monnayer quelque chose qui en fait est de l'ordre du vécu, qui a de l'impact au niveau de la mentalité, et même du corps. Enfin, en fait, c'est toujours un peu difficile en fait. Ça n'a pas de prix ? Bah ouais, quelque part ça n'a pas de prix, mais c'est passé et c'est passé. Enfin, c'est pas n'importe quelle somme d'argent en fait n'effacera pas le fait que pendant 3 mois j'étais en détention provisoire et que en fait je ressens encore aujourd'hui les séquelles de ces 3 mois, même si c'était il y a 6 ans. Ce jour-là, le dernier requérant attendu devant la Chambre des innocents est le plus jeune que nous allons voir. Il venait d'avoir 19 ans quand il a été incarcéré pour violence en récidive. Au bout du compte, dans 1 mois, il obtiendra 150 € d'indemnisation par jour de prison. Mais aujourd'hui, il est venu sans attestation médicale, sans justificatif d'une perte de chance, mais seulement pour raconter son histoire. Aujourd'hui, c'est la fin, quelle que soit votre décision, que vous soyez dans le sens de l'agent judiciaire de l'État ou plutôt favorable à la position de monsieur. Ça va être la fin de cette procédure extrêmement longue. C'est compliqué quand on est avocat et quand on assiste quelqu'un qui clame son innocence de cette manière-là, de devoir défendre sur des positions à la question de l'incarcération et notamment la question de « Mais monsieur, vous avez un droit à l'indemnisation, ça c'est pas le problème. Par contre, comprenez, vous ne faites pas état de violence dans le milieu carcéral, vous ne faites pas état d'un certain nombre de choses. Jamais, monsieur, n'a eu l'idée d'aller voir un médecin à sa sortie de détention pour aller justifier de ce que c'était compliqué psychologiquement, de ce que c'était compliqué de vivre avec X personnes dans sa cellule, de ce que c'était compliqué de dormir avec une armoire mise par terre, un matelas dessus. Monsieur ne va pas aller voir son médecin pour ça. Peut-être que si vous lui donnez la parole, pourra vous donner des petits détails de cela. Peut-être qu'il pourra vous raconter des anecdotes, mais que vous avez déjà dû entendre X fois dans le cadre de vos fonctions, et que l'agent judiciaire de l'État a déjà dû entendre également X fois. Il n'y a pas de bonne position en fait pour celui qui, à un moment donné, a été accusé à tort. Pas de bonne position. Et aujourd'hui, de devoir justifier de la moindre parcelle d'indignité qu'il a pu vivre, la moindre petite parcelle de promiscuité. C'est ça dont il doit vous faire part, monsieur. Si vous voulez nous dire ce que vous ressentez, vous pouvez rester assis si vous le souhaitez. Déjà, par où commencer? J'ai eu une détention vraiment très difficile. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais un peu dans le flou. Tous les matins, quand je me levais, je me disais que c'était peut-être un cauchemar ou je ne sais pas. Mais c'était la réalité. Parce que c'est quelque chose que jamais j'aurais pensé vivre dans ma vie. Et je le souhaite à personne, même à mon pire ennemi. C'était vraiment très difficile. J'ai pas eu de parloir pendant 4 mois. Je m'habillais tous les jours pareil, j'avais toujours le même caleçon. J'ai été privé de ma famille, j'ai raté des événements très importants pour moi. Et aujourd'hui, ça m'arrive encore d'y penser quand je suis seul. Et franchement, je me répète encore, mais c'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Ma famille, ça les a vraiment touchés. Vraiment, ça a causé des problèmes de santé à ma mère. J'ai été sous traitement en prison. Ils me donnaient des médicaments tous les jours. Je devais aller
tous les matins à la pharmacie pour oublier ce calvaire. La tristesse, tout ce que j'ai eu, je le souhaite à personne. Et pour moi, c'est inestimable. Tout ce que j'ai perdu, c'est... À mes yeux, c'est... Je peux pas rattraper ce que j'ai perdu. Au revoir. Mon espoir, c'est d'être effectivement le dernier magistrat. Ils verront. Ça veut dire qu'ils n'auront pas de nouvelles aventures judiciaires qui ont été bien évidemment vécues comme douloureuses. Au-delà, je crois qu'il faut comprendre qu'on reste une institution humaine et qu'une institution humaine, elle a ses marges d'imperfection. Notre rôle, c'est de les réduire. Mais on ne peut pas aller au-delà. Si je vous disais, il n'y en aura plus, là, vous pourriez me dire, Monsieur Cadio, vous êtes un menteur. Et vous auriez raison de le dire. Et si je vous dis que votre mission est impossible parce qu'on ne répare pas l'irréparable, qu'est-ce que vous répondez? L'irréparable, c'est quoi? C'est ce qui est perçu comme ça. Et si ceux qui l'ont vécu le perçoivent et le ressentent, eh ben c'est bien l'irréparable. Si tout cela n'était qu'une question de chiffres, il faudrait retenir cela. 70 000 personnes dans les prisons françaises. Près de 500 réclament chaque année réparation pour une détention injustifiée. Dans le budget de l'État, ce prix de l'innocence représente un peu plus de 10 millions d'euros par an.